Alors merci pour cette rencontre tout d'abord parce que, comme l'a dit Fanny, quand on va sur le terrain, quand on rencontre les acteurs de terrain, on se rend compte, si effectivement on doit parler aujourd'hui d'accrochage scolaire, qu'on vit dans notre système scolaire des situations de décrochage. On ne parlerait pas d'accrochage si effectivement nous n'avions pas des situations où une partie de la population scolaire se trouvait en décrochage scolaire. Alors le décrochage scolaire, c'est vrai que c'est une réalité sociale, une réalité que l'on vit aussi dans notre système scolaire et qui a des conséquences qui peuvent être des conséquences dramatiques sur le construit de l'enfant, sur la manière dont l'enfant peut se construire, mais aussi des conséquences dramatiques sur la réalité de l'adulte quand il a affaire à la vie, quand il sort de l'école. Alors depuis plusieurs années, c'est un phénomène qui effectivement a été pris en compte par des responsables éducatifs, par des responsables politiques, et malgré tout, on voit que la société dans laquelle on vit a plutôt tendance à réaliser, à produire des exclusions, plutôt qu'à produire des inclusions et des intégrations. Et l'école n'est malheureusement pas, je dirais, en dehors de ce système de notre société. Alors il est évident que ce problème doit être traité à la fois de manière préventive, de manière curative, et doit, dans le pire des cas, aussi faire appel à des systèmes de répression, et c'est un peu la manière dont notre société doit répondre à des problématiques d'exclusion. Alors, quand on parle de répression, c'est vrai que parfois on se dit, mais jusqu'où peut-on aller ? J'étais récemment au Parlement et on m'interpellait en disant « Madame Arena, que pensez-vous des parents qui prennent leurs vacances en dehors des congés scolaires pour payer moins cher leur voyage et leurs vacances ?» Eh bien, j'ai été très claire. J'ai dit clairement « Non, non, il faut responsabiliser le parent au respect de l'école et il doit y avoir aussi des mesures je dirais, de dialogue avec eux, des mesures de compréhension avec eux, mais il doit aussi, à un moment donné, y avoir des mesures de répression quand il n'y a pas de respect de ce qui constitue une partie de l'éducation de leurs enfants. Et donc là, je pense qu'on doit être très très clair par rapport au rôle pivot que doit jouer l'école dans l'éducation des enfants, sans déresponsabiliser la partie essentielle de l'éducation, qui est la famille, les parents, dans le sens le plus large qui peut s'entendre, et non pas dans un sens conservateur de ce qu'on peut entendre, mais en tout cas de pouvoir avoir ce pilier qui est important dans cette éducation. Alors, pour lutter contre le décrochage scolaire, il convient aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler sur un niveau sociétal, parce que tout ne se passe pas dans l'école, je viens de le dire, et aussi au niveau scolaire. Quand je dis tout ne se passe pas dans l'école, il faut qu'on puisse aller activer les différents leviers, les différents partenaires, les différents acteurs qui prennent l'enfant dans sa globalité, mais aussi dans les différents niveaux de pouvoir. Quand on parle de problèmes socio-économiques dans certaines régions, quand on parle de parents inactifs qui ont des difficultés vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, eh bien c'est aussi pouvoir travailler sur le niveau politique communal, le niveau région wallonne en matière de développement économique, le niveau fédéral au niveau de la sécurité sociale pour garantir un filet social important et aussi bien entendu au niveau de la communauté française. Et donc c'est tous ces niveaux de pouvoir qui ensemble pourront travailler sur l'avenir de nos enfants. Autre indicateur important, c'est qu'au niveau de l'école, si on a bien entendu une obligation de moyens par rapport à l'accrochage et au décrochage scolaire, on ne peut garantir l'obligation de résultat parce que nous travaillons effectivement sur l'humain et il est très difficile de pouvoir garantir un succès à 100% par rapport aux mesures que nous menons. Alors au sein de l'école, et je pense que c'est ce que nous avons dit aujourd'hui, il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas une vérité, il y a des réalités différentes, il y a des méthodologies différentes, il y a des approches différentes d'une région, d'une école, d'un réseau, d'un pouvoir organisateur, mais en tout cas, toutes les méthodologies qui sont basées sur les processus internes d'accompagnement sont des méthodologies qu'il faut absolument soutenir au travers de la communauté française. Alors d'une manière générale,
au niveau de la communauté, on entend bien encourager des dispositifs tels que ceux-là. Et d'ailleurs, le contrat pour l'école ne fait rien d'autre que de travailler sur l'accrochage scolaire. Quand on décide de renforcer le nombre de puéricultrices ou le nombre de psychomotriciens dans les écoles maternelles, quand on décide d'accélérer les comptages par rapport aux institutrices maternelles pour faire en sorte que les enfants soient moins nombreux au niveau des classes le plus vite possible, eh bien c'est lutter contre le décrochage scolaire. C'est favoriser l'accrochage scolaire dès le plus jeune âge. Parce que dès l'école maternelle, les choses se jouent très très vite. Quand je rencontre des experts sur le terrain, des enseignants, et qui me disent « Madame Arena, vous savez qu'en première primaire, quand un enfant vient d'un milieu qui est un milieu défavorisé par rapport à l'apprentissage, par exemple, d'un milieu culturel où on ne parle pas français à domicile, eh bien, il vient parfois avec 600 mots, alors qu'un enfant qui vient d'un milieu favorisé, quand on dit favorisé, ben, c'est un enfant dans lequel on parle français, dans lequel on a des livres, dans lequel on lit, dans lequel on a un lien à l'apprentissage qui est un lien favorable, eh bien, on vient avec un bagage de 1600 mots. Ben, il faut compenser. Il faut travailler sur ces différences. Alors, est-ce que ça veut dire que celui qui vient d'un milieu culturellement défavorisé vis-à-vis des apprentissages est un enfant qui est défavorisé de manière globale? Non, pas forcément. Il a appris autre chose. Il parle une autre langue. C'est pas négatif de parler une autre langue. Il parle une autre langue, il a connu une autre culture. Mais par rapport à l'apprentissage qu'on va lui demander dans notre système de la communauté française, il va falloir venir compléter un certain nombre de choses vite, bien, et qui lui permettent de s'inscrire de manière positive dans notre système scolaire. Dès l'école maternelle, quand on a décidé d'avoir 1000 enseignants de plus au niveau de l'enseignement primaire, particulièrement la première et la deuxième, eh bien, c'est de garantir que ces enfants puissent effectivement avoir les apprentissages de base de manière positive dès le plus jeune âge. C'est de faire en sorte que le savoir lire, le savoir écrire, le savoir calculer soit une donnée qui soit intégrée au moment où on passe aux apprentissages qui sont beaucoup plus complexes dans la scolarité. C'est favoriser l'accrochage scolaire. C'est faire en sorte que nous puissions inverser une machine, que j'appelle une machine infernale aujourd'hui, qui fait que 30% de la population scolaire à 15 ans aujourd'hui en communauté française est en difficulté d'apprentissage sur les savoirs fondamentaux que sont le savoir lire, le savoir écrire et le savoir calculer. Et quand à 15 ans, on est en difficulté sur les savoirs fondamentaux, eh bien, on génère des difficultés sur plein d'autres choses. Des difficultés comportementales, des difficultés d'exclusion, des difficultés de rejet par rapport aux autres apprentissages, des réalités d'ennui parfois aussi que vous pouvez vivre à l'intérieur d'une classe, des volontés de se tourner vers d'autres choses. Je rencontrais un groupe d'étudiants récemment dans mon bureau qui étaient des jeunes en difficulté. Ils me disaient « l'école, on n'aime pas ». Et je dis « mais qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous vous sentez bien ?» Bon, on ne sait pas trop. Chez vous? Ah non, 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 chez nous, on s'ennuie, c'est pas drôle. Dans la rue, dans les cafés, dans les... Non, 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 je vais exprimer ce qu'il disait. Non, on n'a pas de thunes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut même pas se payer un verre. Et je dis, mais alors où? Alors ils me disent, à 3 mètres devant l'école. Parce que finalement, l'école, c'est notre repère, c'est notre lien social, c'est là qu'on se construit. Mais ce qui se passe dans l'école, on n'adhère pas forcément. Et donc, on est à 2 mètres devant l'école. Et je me dis, mais tiens, il faut vraiment qu'on fasse en sorte qu'il soit à 2 mètres dedans, quoi. Si on y arrivait, je pense qu'on aurait déjà gagné beaucoup de choses en matière d'adhésion par rapport au processus scolaire. Et donc, ça, tout ça, le contrat pour l'école, toutes les mesures qui sont réalisées sont des mesures qui visent à intégrer l'enfant dans le système scolaire plutôt qu'à exclure l'enfant de ce système scolaire. Alors, je ne vais pas parler du contrat pour l'école de manière générale, mais je vais reprendre quelques décrets qui ont été votés, qui ont été discutés, et surtout en matière d'accrochage scolaire, le décret justement sur l'accrochage et qui a mis en place, qui a reconnu les expériences pilotes qui étaient les expériences des SAS. Alors, je tiens tout particulièrement à dire que si le projet de la communauté française se limitait au projet SAS, il n'aurait pas pris en considération ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la démarche préventive. Et donc, quand on en est à devoir mettre en place des systèmes
d'accrochage tels que les SAS, c'est que quelque part, il y a déjà quelque chose qui n'a pas super bien fonctionné sur certains publics. Mais n'empêche que c'est la réalité. Quand on travaille avec 1 million d'élèves, on doit pouvoir dire il y a une partie de ces élèves qui, à un moment donné, vont être en difficulté avec notre système scolaire. Que fait-on? Est-ce qu'on part du principe que ces élèves sont perdus? Pas du tout. Je pense que si on a l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, c'est qu'on a la garantie de pouvoir continuer à croire au moins jusqu'à 18 ans, et je suis de celles qui pensent qu'il y a encore moyen de faire bien au-delà de 18 ans, mais au moins jusqu'à 18 ans, de pouvoir garantir à ces enfants, à ces adolescents qu'ils ont leur place dans notre système. Alors on a mis en place effectivement le décret du 15 décembre 2006 qui renforce les systèmes d'accrochage scolaire et qui sont chargés d'accueillir 3 types d'élèves. Premier type d'élèves, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les articles 30, qui sont exclus définitivement des établissements scolaires. Alors, c'est vrai qu'une exclusion, c'est un échec. J'ai jamais rencontré un directeur, un préfet d'école qui dit « j'ai gagné, j'ai exclu ». Je pense que c'est toujours un échec de l'équipe éducative, de l'équipe d'une direction, mais aussi de l'élève et de ses parents. Et donc, quand il y a une exclusion, eh bien, que fait-on ? On s'est dit, simplement exclure et remettre l'enfant dans une école sans travailler sur l'enfant et peut-être reproduire l'échec quelques mois plus tard. Donc les SAS, pour ces personnes, doivent pouvoir retravailler avec l'enfant, avec sa famille, avec les centres PMS, sur le projet de l'enfant, sur ses difficultés, sur ses réalités et sur la manière dont on va pouvoir réintégrer l'enfant, l'adolescent, dans un système scolaire. Deuxième type de public, c'est l'article 31, qui sont les adolescents qui sont détachés temporairement de leur milieu scolaire. C'est quoi? C'est un adolescent qui vit une rupture. Absentéisme fréquent, rupture vis-à-vis du projet pédagogique de l'école, exclusion, je dirais, mentale du système scolaire, et donc des enfants qui se mettent dans une situation où ils n'adhèrent plus. C'est un peu ceux que j'ai rencontrés qui disent on est bien à 2 mètres de l'école, mais dès qu'on est à l'intérieur de l'enceinte scolaire, on se trouve en difficulté. Et là aussi, c'est vraiment un travail de reconstruction qui ne met pas une relation de dominant-dominé par rapport au processus pédagogique ou au processus psychologique, mais qui, en fonction du besoin de l'enfant, va réagir et lui apporter ce qui est le plus nécessaire pour lui pour retourner vers un système scolaire. Et enfin, on a le 3e type de public qui est le 31 bis, soit les élèves en décrochage lourd, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps et pour lesquels on estime qu'un travail en profondeur doit être réalisé pour qu'ils réintègrent le système scolaire. Alors le décret, il a prévu de pérenniser des expériences pilotes. Et là aussi, je pense que dans tout le travail que nous avons à faire en communauté française, nous devons, en tout cas au niveau des responsables politiques, nous inspirer des réalités de terrain. Alors ces expériences pilotes, elles existaient depuis un certain temps, elles ont fourni des résultats qui étaient des résultats très intéressants par rapport à ces publics en difficulté, et donc nous nous sommes appuyés sur ces expériences pour faire en sorte que 12 services seront subventionnés au niveau des SAS, et ce, au travers de l'ensemble du territoire de la communauté française. Ainsi, les services d'accrochage scolaire seront financés à part égale entre l'enseignement et l'aide à la jeunesse. Et là aussi, c'est une volonté du gouvernement de pouvoir décloisonner certaines réalités qui concernent l'enfant. Et ils bénéficieront d'emplois qui sont à la fois des emplois qui viennent de la région wallonne, les APE, des emplois qui viennent de la région bruxelloise, des ACS, et des moyens qui viennent de la communauté, à savoir des moyens de fonctionnement pour chaque SAS qui sont de 100 000 € et qui leur permet ainsi de pouvoir accueillir les élèves en difficulté. On a aussi, avec l'aide de la région wallonne, renforcé le nombre d'éducateurs qui seront à disposition des écoles dans le cadre de l'accrochage scolaire. Dans le cadre de ce décret